Alors moi, je voudrais reprendre l'avant-dernière question. Alors, l'avant-dernière question, elle est très importante parce que la crise du capital comme mouvement dialectique total, c'est d'abord une gigantesque baffe à tous les plaidoyers négativistes de soumission et d'échapper. On a rencontré plein de groupes en décomposition, plein de chapelles en sénescence qui considéraient dans les années 80-90 que le capital avait tout digéré, que la loi de la valeur avait absorbé le capital dans une unité supérieure et que finalement maintenant le capital était éternisé, sauf que la mise en jachère, le coronavirus et la gigantesque crise qu'on rencontre vient nous montrer qu'il n'avait rien digéré du tout, puisque s'il avait digéré, il n'aurait pas besoin de ce gigantesque appareillage nouveau, terroriste, sanitaire, pour faire passer justement sa contradiction majeure. Donc, l'idée que le capital avait digéré toutes ces contradictions majeures et qu'il n'y aurait plus de révolution sociale, elle est gigantesquement écrasée par la crise terroriste actuelle du coronavirus et de la mise en friche, parce que par la mise en friche, le capital nous dit j'ai une contradiction majeure dans ma reproduction sur la composition organique, sur la baisse du taux de profit et sur la reproduction du prolétariat, je n'arrive pas à la gérer et je suis obligé de produire cette gigantesque distraction pathologique qui s'appelle le coronavirus, parce que justement, ce que plein de gens croyaient que j'avais digéré et que moi-même j'aurais aimé pouvoir imaginer avoir digéré, je ne l'avais pas digéré. Donc, on a une très très bonne nouvelle, dans cette gigantesque crise de la mystification sanitaire, c'est que contrairement à ce qu'on nous a raconté, à droite, à gauche, au centre, au nord, au sud, le capital n'est pas éternel et il est en train de nous le dire en nous disant je ne m'en sors pas, je suis dans un cul-de-sac, je suis dans une impasse et je suis obligé de faire ce que je n'ai jamais fait dans toute l'histoire mondiale de mon processus de déploiement, je suis obligé d'avouer que je suis obligé de m'arrêter. Donc c'est prodigieux, ça veut dire que tout se redéfinit et que même les passifs les plus passifs vont être dans l'obligation de s'interroger avec un minimum d'intelligence, de fluidité et de positivité. Donc ça, c'est le truc le plus important, parce que moi, je vois que dans les années 70, 80, plein de gens étaient partis se perdre dans les forêts, le fromage, la poésie, et j'ai de plus en plus de gens qui me recontactent en me disant on n'imaginait pas qu'un jour le capital vivrait une crise pareille, puisque plein de gens croyaient qu'il n'y aurait plus de crise, que le capital finalement avait fermé la boutique des crises et que tout devenait linéaire dans une reproduction servile où finalement toute révolte, toute potentialité critique est d'emblée digérée par le capital. Et là, on apprend que le capital n'arrive même pas à se digérer lui-même. Donc, puisque le capital n'arrive même plus à se digérer lui-même, on envisage cette gigantesque ouverture, ce gigantesque horizon de critique sociale qui fait que les gilets jaunes vont revenir sous une autre forme encore plus radicale, encore plus étendue à l'échelle mondiale, et que donc l'histoire n'est pas arrêtée, l'histoire va se réouvrir. Et là, on retombe en plein dans ce qui fait la dialectique. On ne peut pas fermer l'histoire. L'idée que l'histoire pourrait se fermer est anti-dialectique. Donc, si je suis dialectique, je sais que l'histoire ne se fermera jamais, même si pendant 20 ans, il y a un cercle de fermeture ou un cycle de fermeture apparente. L'histoire est anti-kantienne, l'histoire est dialectique, elle reprend Hegel, elle reprend Marx dans une lutte de classe radicale qui fait que l'histoire n'est jamais arrêtée. Et donc ça, c'est fantastique parce que le capital est en train de nous dire, oui, l'histoire n'est jamais arrêtée. Mais alors maintenant, sur le problème de la négation, effectivement, toutes les luttes de classe dans le développement historique du positionnement dialectique ont toujours abouti à une reformulation, modernisation de l'aliénation. Si je prends les premières luttes au sortir du néolithique jusqu'à toutes les luttes des années 80, Solidarność en Pologne en passant par 68, chaque lutte qui se produit comme défaite dans la reproduction encore possible du capital aboutit à une modernisation du capital.
Donc, alors, modernisation du capital, mais avant le capital, modernisation du temps féodal, modernisation de tous les temps. C'est-à-dire que chaque fois qu'une lutte surgit dans la dialectique de l'histoire et que le temps de la négativité supérieure qui abolit toute l'histoire de l'aliénation n'est pas arrivé, chaque lutte est condamnée à moderniser l'oppression. Mais là, j'entre dans une temporalité particulière, compte tenu de la crise de la baisse du taux de profit, compte tenu de la saturation des marchés, et comme le disait Charles, compte tenu du fait que, et c'est là où il faut avoir une lecture intelligente du capital, en jaillissement dialectique d'unité entre la science de la logique, les Grundrisse, l'introduction de 57, derrière la crise du taux de profit, derrière la crise de la saturation des marchés, il y a la crise de l'équivalent général, ce fameux fétiche qui, dans la domination réelle réalisée, est le fétiche de tous les fétiches de l'usine globale qui structure la schizophrénie mégabolitaine de la domination réalisée. Et la crise dans laquelle je rentre, c'est bien évidemment la crise de la domination réelle réalisée, mais la domination réelle réalisée, en tant qu'elle est le moment dialectique de toute l'histoire de l'humanité, de la révolution néolithique jusqu'à aujourd'hui, elle cristallise toutes les opérations de refondation réformiste de l'aliénation qui s'est constamment modernisée pour se reproduire. Donc, ce n'est pas simplement un enjeu entre l'homme et le capital, c'est un enjeu entre l'homme et la domestication, c'est un enjeu entre l'homme et la domestication présente qui contient et qui recèle toutes les domestications antérieures. C'est donc une crise ontologique derrière la crise de la baisse du taux de profit, derrière la crise de l'équivalent général. Et c'est pour ça que le mot qu'employait Charles est très important, la médiation. Depuis le néolithique, l'homme ne vit à lui-même que le rapport à lui-même médié dans la médiation d'une aliénation qui le traverse et qui le présuppose. On est donc rentré dans une période qui est la crise de toutes les autoprésuppositions aliénatoires de ce qui produit la médiation nécessaire dans la vie de l'homme qui ne vit pas sa vie, mais qui la vit à raisonner par des médiations qui le renvoient à autre chose que lui-même pour qu'après, il puisse se retrouver, mais qu'il puisse se retrouver domestiqué dans un anti lui-même. Donc, le temps dialectique de toutes ces négations que l'histoire a connues depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, position, opposition, recomposition, position, opposition, recomposition, temps féodal, temps baroque, temps classique, domination formelle du capital, domination réelle, et on arrive à 2020, on est effectivement rentré dans le moment dialectique total qui, dans la crise du temps présent, contient la crise de tous les temps antécédents. Et c'est là où le concept d'automouvement radical contre toutes les chapelles de droite, contre toutes les chapelles de gauche, contre toutes les médiations est décisive, parce que pour la première fois dans l'histoire, dans ce mouvement dialectique total de toutes les aliénations, est posée la seule question dialectique, la radicalité vraie de l'automouvement absolu, le savoir absolu de la phénoménologie de l'esprit, la conscience radicale totale des manuscrits de 44 et ce qui positionne la conscience théorique, le manifeste. Donc, au bout de toute cette aliénation dialectique qui s'est répandue et qui s'inverse, est posée la question de la conscience dialectique totale, du tout comprendre, du tout vibrer, du tout saisir, du tout vivre et du tout jouir.